bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, bienvenue sur ma 50e et ultime vidéo de l'année. J'espère que vous avez pris le temps de visionner mon tout dernier test spécial années 90 et Club Dorothée, mais aujourd'hui, je vous avais prévenu, il est temps d'en finir. Bah oui, parce que vous le savez peut-être, si vous faites partie des 80 000 personnes à avoir rejoint ma chaîne ces derniers mois, contrairement à la grande majorité des gens, moi, en 2024, j'ai testé un peu moins de 150 jeux vidéo, que ce soit dans mon coin, ou pour le taf. Donc il est grand temps de vous révéler quels sont les 15 jeux vidéo qui m'ont le plus marqué, ceux auxquels j'ai adoré jouer bien plus que tous les autres. Mais avant de continuer cette vidéo, vous le savez, j'ai 30 secondes et pas une de plus pour vous parler de mon sponsor officiel, à savoir Instant Gaming. Comme tous les mois, j'organise un concours pour vous offrir le jeu de votre choix, donc si comme les heureux gagnants précédents, vous voulez tenter votre chance, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien que j'ai placé dans la description. Mais évidemment, Instant Gaming propose aussi des milliers de jeux à tarif réduit, que ce soit sur PC ou sur console. Donc si vous avez envie de faire des économies sur des titres récents ou non, maintenant, vous savez où aller. Mais on démarre donc ce classement avec à la 15e place un projet suédois qui se déroule à la Nouvelle-Orléans et qui vous fera forcément penser à Stranger Things. Le meilleur survival horror de l'année, très loin devant les autres, c'est bien lui, Alone in the Dark. Le retour en très grande forme de cette licence française, une aventure tout simplement excellente et signée par Pieces Interactive, un studio que la société Embracer a honteusement décidé de fermer juste après la sortie du projet. Une grosse pensée à ces développeurs donc, qui ont pourtant mis un point d'honneur à retranscrire durant des années de travail et avec brio l'aura de cette franchise mythique créée en 1992 par Frédéric Reynal, et ils ont même eu son aval. Jouable intégralement en VF pour ceux qui préfèrent, les VO de David Harbour et Jodie Comer sont absolument impeccables également. L'aspect visuel est super propre, les musiques doom jazz aussi, et il en va de même pour les énigmes, l'ambiance ou encore l'exploration. Restent des combats rigides effectivement, mais largement pardonnables. Un jeu fait par une petite équipe et surtout fait avec passion. I can't do this. What's the matter, Emily? Lies. More lies. Spring! Wait! À la 14e place à présent, déplaçons-nous vers l'Est si vous le voulez bien, en direction de la Russie, et ce au beau milieu du 19e siècle. Ici, vous allez découvrir l'un des jeux d'aventure les plus troublants de cette année 2024, et figurez-vous qu'il tient en à peine quelques lettres. Indica. Un projet édité par les Polonais de chez 11-bit et développé par les Moscovites de chez Oddmeter, qui se sont d'ailleurs engagés à reverser une partie des revenus à des familles ukrainiennes. Rien que ça. Indica, c'est donc l'histoire d'une bonne sœur qui part en mission en apparence toute simple, délivrer une lettre dans un monastère à quelques kilomètres à peine de son point de départ. Problème, la nonne intentinée influençable a tout de même la petite particularité d'entendre le diable en personne lui parler dans sa tête. Visuellement, c'est juste sublime, les doublages russes atteignent le très haut du panier, tandis que le gameplay mixant platformer 3D, énigmes environnementales ou encore exploration dans un univers aussi sombre que déjanté, ça donne naissance à un étrange mélange dont je tenais absolument à faire les louanges. Et puis dans une ambiance un tout petit peu différente, à la 13e position, je tenais tout autant à féliciter les Italiens de chez Milestone, qui signent purement et simplement leur meilleur projet à ce jour et le meilleur jeu de course de l'année, bien entendu. Monster Jam Showdown. Parce que autant ils sont devenus plutôt bons sur des franchises telles que MotoGP, Ride ou même Hot Wheels Unleashed, pourquoi pas, autant s'attaquer à la licence mythique des Monster Truck, beaucoup de studios se sont cassés le pot d'échappement en essayant, et ce Monster Jam Showdown représente donc le tout premier vrai bon jeu du genre depuis de très nombreuses années. Visuellement, c'est vraiment agréable à l'œil grâce à l'Unreal Engine 5, la maniabilité avec les deux joysticks est hyper plaisante, la bande son est géniale, on a du multi local aussi, du multi online, tout un tas de modes de jeu, il y a même eu des circuits hawaïens ajoutés il y a à peine quelques jours, et surtout, c'est l'un des projets les plus fun de l'année. Au cœur de la forêt de Fontainebleau, un frémissement imperceptible. Une communauté prête à en découdre s'éveille. Mais après avoir soulevé des tonnes de terre avec nos pneus gigantesques, ça peut être bien aussi de vérifier ce qui se cache en dessous, au plus près du sol. Et pour ça,
Eh bien, cette année aura vu le jour l'un des projets français les plus impressionnants qui soit. En 12e place, je veux bien sûr parler des Fourmis. Mais oui, développé par un tout petit studio de La Rochelle, force est de constater que cette adaptation de l'œuvre littéraire de Bernard Werber aura mis tout le monde d'accord. Faut dire aussi que le parti pris est très original. Concrètement, ça se présente comme un jeu de stratégie en temps réel, mélangé à des niveaux d'exploration, puis de plateforme ou encore d'infiltration. En soi, c'est déjà pas mal, vous me direz, surtout pour un projet trouvable à 30€. Mais alors quand on voit que le bébé devient directement l'un des plus beaux jeux sortis en 2024, qu'il propose une durée de vie conséquente, du multi-online, des tonnes de contenus qui vont arriver en 2025, ainsi que la meilleure OST de l'année, carrément, composée par Mathieu Alvado, un grand bravo au studio pour ce travail de fourmi. We have a situation in the southwest, son. Et puis à la 11e position, désormais, j'ai décidé de placer un jeu indépendant espagnol, que j'ai beau avoir terminé à sa sortie en septembre dernier, eh bien je n'ai pourtant pas du tout eu le temps de vous en faire un test en bonne et due forme sur ma chaîne. Nonobstant, figurez-vous que c'est un excellent jeu d'aventure, et que les fans de LucasArts, Monkey Island ou encore Broken Age feraient très bien d'y jeter un œil. 3 Minutes to Midnight, un projet qui n'a absolument rien à voir avec un album de Linkin Park, ni avec Iron Maiden d'ailleurs, mais qui présente tout de même de sacrés arguments, en plus d'avoir été salué à la fois par les critiques et par les joueurs. J'ai donc noté pour ma part la jouabilité vraiment impeccable à la manette, l'esthétique léchée façon années 40, le cassage permanent du 4e mur, l'humour bien barré également, la durée de vie d'une quinzaine d'heures pour environ 25€, et enfin des tonnes de références du début à la fin, Le Parrain, American Dad, Boris Karloff, Retour vers le futur, Terminator, Vendredi 13, Die Hard, K2000, Doctor Who, Gollum, Starship Troopers, bref, jouez-y, vraiment. À la 10e place en revanche, vous savez déjà tout le bien que je pense de ce jeu, puisque mon test complet vient tout juste de sortir sur la chaîne, mais je ne pouvais décemment pas faire un classement qui rembobine la cassette des meilleurs titres 2024 sans vous reparler de l'expérience la plus années 90 de décembre. Power Rangers, Rita's Rewind. Bien sûr, oui, définitivement j'ai passé un super moment sur ce titre, et à plus forte raison en coop local. Les développeurs sont de gros fans de la série originale de 1993, et ça se voit. Que ce soit en termes de visuel, de clin d'œil, que ce soit les musiques incroyables du fion, les 3 bornes d'arcade aussi, l'humour, la variété dans les niveaux avec les motos, les dinosaures, le Megazord, le Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Non, franchement, si comme moi vous regardiez tout ça dans le club Dorothée, y a rien d'autre à ajouter, vous ne pouvez pas passer à côté. Mastodon! Et puis dans un tout autre délire, mais avec là aussi une bande originale à tomber par terre, vous n'avez sans doute pas oublié l'un des projets les plus marquants du mois de juillet. Mesdames, messieurs, voici Spin Rhythm XD. Alors lui, mais qu'est-ce que j'y ai joué? Et j'y joue toujours en plus. C'est bien simple, c'est le genre de petit kiff que tu relances plusieurs fois par semaine, un peu comme un jeu de sport. Quelques chansons par-ci par-là, et ça te met en joie, presque autant que la carioca. Pour résumer, c'est purement et simplement le nouveau DJ Hero australien, mais avec un gameplay ingénieux, encore meilleur, et surtout qui tient intégralement sur la manette. C'est une véritable drogue, les morceaux sont hyper bien choisis, on a du multi-local jusqu'à 4, un mode PSVR aussi, des tonnes d'options de customisation, c'est vendu pas cher du tout, et puis c'est extrêmement fun en fait, tout simplement. Mais on passe à présent à la 8e position de ce classement, le premier jeu japonais d'ailleurs, et sur ce coup, le budget n'est plus du tout le même, c'est le moins qu'on puisse dire. FF7 Rebirth, le gros morceau de Square Enix, qui entendait à la fois redorer le blason de la licence après un FF16 nullissime en 2023, mais aussi rassurer les fans du 7e opus qui auraient éventuellement été déçus par la première partie du remake démarré durant le tout premier confinement.
Un pari ô combien réussi donc avec ce Rebirth qui nous fait quitter Midgar, puisque le bougre est venu tout défourailler avec son système de combat bien patate, ses environnements chocobo et ses musiques à tomber à la renverse, ses cinématiques belles à pleurer, son jeu de cartes et ses mini-jeux vraiment chouettes, son scénario qui ne déçoit pas, bref, ça aurait pu être un véritable chef-d'œuvre, si seulement il n'avait pas eu autant de soucis visuels ou encore ce remplissage éclaté façon Ubisoft à la seconde où l'on pose le pied sur les zones ouvertes. Espérons donc que ce sera mieux géré dans la partie 3 sur PlayStation 6, mais en l'état, eh bien j'ai tout de même suffisamment aimé ce Rebirth pour qu'il se retrouve ici. Et puis à la 7ème place à présent, figurez-vous que j'ai mis un autre jeu japonais et appartenant à une franchise qui fêtera d'ailleurs ses 20 ans en 2025. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien Yakuza 8 et il est même pas dans mon top 5, je sais. Pas paniquer. La première et dernière fois qu'une telle situation s'était produite, c'était il y a 4 ans avec Yakuza 7. Vous l'aurez donc compris, que ce soit à cause d'Ichiban, à cause des combats au tour par tour, ou tout simplement depuis que Nagoshi, le créateur de la licence, a quitté le studio, bon bah c'est sûr que c'est plus aussi exceptionnel que les vrais épisodes de la franchise. Néanmoins, je dois bien avouer que j'ai aimé jouer à cette Infinite Wells durant un peu moins de 90 heures. Tout de même, surtout grâce à sa map hawaïenne, vraiment géniale à parcourir. Les quêtes annexes et les mini-jeux sont toujours aussi débiles, le contenu est gargantuesque, bref, hormis l'écriture du scénario et les bastons, c'est donc une vraie réussite en tant que jeu à part entière. Maintenant, en tant que Yakuza, bon, bah on est clairement en droit d'en attendre bien plus de la part de Sega. You all have them, yet... Mais on quitte à présent le pays du soleil levant pour revenir sur notre bon vieux continent. Effectivement, à la 6ème position de ce classement, j'ai tenu à placer le nouveau projet polonais des créateurs de The Witcher. J'ai nommé le Thaumaturge. Alors là encore, je vous ai réalisé un test vraiment très complet sur le sujet il y a quelques semaines à peine. Disons que c'est un double A qui mélange narration aux petits oignons, ambiance ésotérique et pouvoir psychique, combat au tour par tour à base de cartes et de Pokémon un peu glauques, le tout dans un monde semi-ouvert bien crade au beau milieu de la ville de Varsovie en 1905. Visuellement et malgré quelques lacunes techniques, le rendu sous Unreal Engine 5 est super propre, les doublages anglais avec les accents d'Europe de l'Est fonctionnent parfaitement, les musiques sont cohérentes, on a même des petites touches d'humour de temps à autre, et bien sûr on a plusieurs fins selon les choix moraux que vous aurez fait durant toute l'aventure. Allez hop, n'en jetez plus, je vous ai mis un lien sous la vidéo pour l'avoir à moins de 15 €, ce sera encore mieux. Guilty, guilty, guilty. I need to get out of here. To the Thaumaturge's help. Darkness does not exist without light. What are you waiting for? Mais on passe désormais aux 5 premiers, ben oui, déjà, donc j'aime autant vous dire qu'à partir d'ici, bon, à mes yeux, ils sont quasiment tous ex aequo. Et on démarre donc avec une sacrée réussite, à savoir Cat Quest 3. Alors lui, c'est bien simple, c'est le meilleur jeu de pirate en monde ouvert qu'on ait vu depuis beaucoup trop longtemps. Je l'ai d'abord fait en solitaire et c'était super, puis je l'ai fait à 2 en coop local et c'était doublement génial. Pour une vingtaine d'euros, le projet des Singapouriens nous a mis très bien. C'est super drôle, en plus la traduction française est au poil, les musiques sont entraînantes, la patte artistique envoie du coussinet par pack de 12, le gameplay est bien punchy comme on l'aime, le contenu est au rendez-vous. Non, franchement, à part sa relative redondance si vous y jouez sur de trop longues périodes, bon, on est quand même ici face à un beau petit trésor. Mais puisque tout n'est pas rose dans la vie et qu'il m'a fallu faire des choix parfois drastiques, il est temps à présent de vous révéler lequel de ces 15 jeux s'arrête vraiment aux portes du podium. Mais vous l'avez forcément reconnu, c'est Astrobot, bien entendu, un projet franco-japonais que personnellement j'ai trouvé absolument incroyable, que ce soit grâce à son aspect visuel de toute beauté, à son design sonore aussi, à sa maîtrise de la DualSense, à ses idées de gameplay ingénieuses, à ses centaines de références à l'âge d'or du jeu vidéo, bref, la team Asobi menée par Nicolas Doucet nous a servi un platformer 3D comme on aimerait en voir plus souvent et on a forcément hâte de voir ce que le prochain opus fera de plus.
À titre personnel en tout cas, tout ce que j'espère c'est qu'on aura un vrai grand méchant, des doublages également, et pourquoi pas de la coop locale, histoire de renforcer ce côté fun et familial qui colle à la peau d'Astro. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas des bots, et avant de passer aux 3 gagnants de ce classement, je tenais simplement à vous rappeler que j'ai activé il y a quelques jours les différents paliers réservés aux membres soutiens. Sachez que c'est vraiment très important pour l'avenir de la chaîne, que ça démarre à 2,99€ à peine, et que ça vous donne même accès à certaines vidéos en avance. Donc je résume, si vous aimez mon taf et que vous avez 3 balles à mettre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais cette fois, ça y est, c'est l'heure, les 3 dernières marches, et je vais pas faire durer le suspense indéfiniment, puisque j'ai décidé de décerner la médaille de bronze au génial nouveau bébé des créateurs de Danganronpa, Master Detective Archives Raincoat Plus. Très franchement, autant je l'attendais par curiosité, on va dire, parce que le projet m'intriguait, et puis il s'avère que le studio me l'a envoyé 1 mois avant sa sortie, donc on sentait bien qu'ils étaient confiants. De mon côté, mais alors jamais j'aurais pu imaginer que le jeu me mettrait une telle tartine dans la gueule. C'est bien simple, j'ai été quasiment incapable de lâcher la manette durant une bonne 50aine d'heures. L'écriture des enquêtes est juste incroyable, les doublages nippons, les musiques à la Persona, l'esthétique teintée de cyberpunk, l'humour omniprésent par le biais de Shinigami, la déesse de la mort qui vous suit partout et qui vaut à elle seule l'achat du jeu, et puis cette variété dans le gameplay qui mélange habilement les phases de dialogue, les mini-jeux, l'exploration, l'investigation ou encore les casse-têtes qui parleraient presque chinois. On est ballotté de twist en twist direction Saint-Tropez et faut avouer qu'on ne ressort pas du tout indemne d'un jeu comme ça, comme disait Hélène Ségara. Bref, ne passez surtout pas à côté. Et puis pour recevoir la médaille d'argent, j'appelle à présent sur le devant de la scène Melody of Moomin Valley. Un vrai petit bijou et accessoirement le nouveau jeu officiel des fameux Moomin. Chose, attention, qui n'était plus arrivé en France depuis 25 ans. Et la dernière fois c'était sur Game Boy Color. Non, c'est pas une blague. C'est donc signé par le studio norvégien Hyper Games qui nous a proposé ce jeu d'aventure musicale ultra stylé. Vous y incarnez Snufkin ou Mumrik en français et votre objectif sera de parcourir la vallée des Moumines tout en essayant de comprendre ce qui a bien pu arriver à cette contrée que vous aimiez tant. Aucun combat à l'horizon dans ce jeu pacifique évidemment, mais une 50aine de personnages et de quêtes secondaires avec des textes en français, beaucoup d'exploration aussi, d'infiltration, de plateformes, de références et d'objets bonus à trouver et finalement une aventure onirique qui vous fait un bien fou. Et ce, que vous soyez fan de ces petits trolls blancs à tête d'hippopotame ou que vous cherchiez juste à vous évader au sein d'une épopée écolo pleine d'humour mêlée à une esthétique crayonnée à la main. Mais vous l'avez deviné, il est grand temps pour moi de vous dévoiler ma médaille d'or, mon top 1, comme disent les jeunes, qui ne savent toujours pas que les expressions masterclass et banger ne signifient absolument pas ce pourquoi ils les utilisent, mais c'est pas grave. Voici donc celui grâce à qui, aux côtés des 14 autres que je vous ai cités, on a su sauver un tant soit peu cette année catastrophique, remplie de licenciements abusifs, de jeux décevants et de dramas hyper toxiques. Cette fois, j'ai pris la décision de réserver cette première place à mon coup de cœur absolu, Dragon Age Velgar. Putain ouais, l'inclusivité avant tout les gars. Monsieur Toc, vous devriez l'admettre, vous avez un problème de boisson. Thank goodness you're here. Bah oui, voilà mon vrai GOTY 2024, nom d'une pipe en bois. Un petit bijou indépendant et développé par une minuscule équipe afin de rendre hommage à l'humour british et à leur Yorkshire natal. Les doublages sont à mourir de rire, les musiques rappellent les Monty Python, l'écriture du scénario est juste brillante tellement c'est absurde, et en définitive on passe tout notre temps à se demander si on n'est pas resté bloqué dans un épisode de Mr Bean. Concrètement vous incarnez un petit bonhomme jaune qui bosse en tant que VRP, et vous allez débouler dans le village le plus chelou du nord de l'Angleterre pour sautiller partout et claquer des fessiers. Les habitants vont vous demander des tonnes de tâches toutes plus débiles les unes que les autres, et si vous aimez ce genre d'humour, c'est tellement du caviar sur des scones que personnellement je l'ai recommencé 5 fois juste pour le plaisir, même après avoir obtenu le trophée platine. Une aventure haute en couleurs donc, c'est le cas de le dire, et qui ne laissera personne indifférent, qu'on aime ou pas le résultat. Oh, my big butt. Great job.
Voilà, vous savez tout, et à présent je vous invite bien évidemment à me donner vos préférences à vous dans les commentaires, hein, que ce soit un top 10, un top 5 ou même un top 3. N'oubliez pas de faire tourner cette vidéo à vos proches et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner aussi, et enfin à me rejoindre sur Twitter ou encore Instagram. De mon côté, je vous donne rendez-vous le 10 janvier 2025 pour une énorme preview concernant l'un des jeux les plus attendus du premier trimestre, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et bonne fête à tous et à toutes.